Eux, qui avaient exigé à grands cris qu'elle leur montrât ses dirhams, ils ne voulaient plus les regarder. Ils baissaient les yeux. Avec quelle joie, quel hurrah ils avaient accueilli leur mère, comme ils lui avaient fait la fête. Comme cela les réconfortait de la voir. Et maintenant, ils étaient las et se détournaient, ne sachant plus que faire. Heini, comme à l'accoutumée, avait serré cette monnaie dans un nœud de son vaste mouchoir de coton. Quelques jours après, il n'en restait rien, ou peu de choses, autant dire rien. Ils étaient arrivés au bout du rouleau. Il n'était plus possible de se procurer un réal. Il n'y avait plus de travail en ville. Il n'y avait plus. Ce n'était pas la peine de se creuser la tête. L'Espagnol ne fournissait plus d'espadrilles à piquer. Les tisserands ne demandaient plus qu'on leur filât de la laine. C'était simple. Du travail, il n'y en avait plus. La voilà la raison. Il fallait qu'elle entrât dans le crâne des enfants. Heini décida d'entreprendre alors un de ces fameux voyages. Elle tâterait encore de la contrebande? Elle ne pouvait faire autrement. Elle avait déjà usé de tous les moyens et se trouvait au pied du mur. Réfléchissez un peu, vous autres. Il faut manger, n'est-ce pas? Par conséquent, il ne reste plus que cet espoir-là. Aller au Maroc, en rapporter des tissus, les revendre ici. Rappelez-vous que ça n'est pas facile. Je n'y vais pas pour mon plaisir. Le voyage est long pour commencer. Ça coûte de l'argent. Il me faut rester quelques jours à Oujda. Pour ça, je suis tranquille. Nous avons des cousins là-bas. Je descends directement chez eux. Les pauvres, ils ont toujours été bons pour moi. Chaque fois, ils m'ont reçu sur la pupille de leurs yeux. Ils ont de quoi. Ils possèdent plusieurs magasins, un commerce toujours prospère. Mais ils me reçoivent bien. Qu'ils acquièrent bien sur bien. Je n'aurai donc rien à dépenser. Il leur est même arrivé de me payer le voyage du retour. On dit que Sirat est plus effilé qu'une épée et plus fin qu'un cheveu. Mes petits, il en est de même à la douane. Alors, priez pour votre mère. Mon Dieu. Mais Dieu voit notre situation. Il sait qui vous êtes, des orphelins, et que votre pauvre mère fait ce qu'elle peut. Je réussirai à passer avec son aide. Ce n'est pas autre chose qui me fait agir que le désespoir. Les ondes ou les anges m'en tiendront compte, j'espère, dans le grand livre des bonnes actions. Vous, les gosses, je vous laisserai de l'argent, ce qu'il faut, bien sûr, avant mon départ. Awisha, qui connaissait ses discours, l'écoutait avec résignation. Combien vas-tu me donner? S'inquiéta-t-elle soudain. Elle, l'aînée, avait la charge de la famille en l'absence d'Aïni. Sais-tu au moins combien il faudrait me laisser? Elle posa son regard sur la mer, guettant la réponse. Combien? Fit Aïni. Des millions? Je n'ai pas dit ça, mais il faut bien nous laisser de quoi manger pendant que tu seras parti. Tiens, voici tout ce que j'ai. Aïni dénoua son mouchoir et remit à la fille un peu de monnaie.
La jeune fille s'assit par terre, fit le compte dans le creux de la main et leva les yeux vers Aîné. Ça, rien que pour le pain. Et encore, je sais pas si ça suffira. Et pour le reste? C'est tout ce qu'il y a, répondit Aîné. Quoi? Parce que tu t'en vas, nous ne devons brouter que du pain? Louchant de son côté, sans rien dire, sa mère la foudroya du regard. Et encore, ça ne suffira jamais, se lamenta Awisha. C'est tout ce qu'il y a, dit Aîné. Mais tu vas rester au moins 3 ou 4 jours à Oujda. La mère est partie. C'est tout ce qu'il y a, pas davantage. Comment est-ce possible? Observa la jeune fille dans une plainte. C'est ainsi, chaque fois que Aîné s'apprêtait à partir. Awisha, qui serrait l'argent dans la main, examina le visage de sa mère et battit en retraite. Cela pouvait finir par des coups. Ah, quel crève-cœur cette existence, proféra la jeune fille. Awisha était devenue la grande jeune fille, étroite et anguleuse, que tout le monde connaissait à Dalsbitar, comme dans les autres maisons du quartier. Une tunique pendue à la pointe de ses épaules, portée sur la peau, la recouvrait entièrement. Elle avait un masque fripé et gris, des traits ravagés qui avaient perdu la sainte fraîcheur de la jeunesse. Mais on ne savait quel autre charme, triste et inquiétant, remplaçait celui de la santé. Cette expression venait sans doute de son jeune âge et de sa précoce flétrissure réunie. Pauvre visage qui devait répondre à tant de questions angoissantes. Awisha n'avait que ce visage. Elle n'en avait pas de rechange. Elle présentait toujours le même, avec les petits plis pitoyables qui formaient le sourire. Ils dépendaient maintenant tous, y compris grand-mère, du peu que Aïni allait gagner à faire de la contrebande. Ce qui étonnait Omar, c'est que sa mère ne fût pas encore tombée entre les mains de la police, des douaniers et des gendarmes qui gardaient la frontière. Pour cette unique raison, il était tout prêt à l'admirer. Il n'avait pas fallu beaucoup de temps à Aïni pour préparer le petit couffin qui l'accompagnait dans ses voyages. Elle fit ses adieux à toutes les femmes. Elle ne cachait plus ses départs désormais et les quitta. Il y avait déjà plus de 2 heures qu'elle était partie. On ne doutait pas qu'elle fût parvenue à destination. « Bouh, Aïni !» piailla tout à coup une voisine. Et toutes les autres de voir Aïni réapparaître, qu'elle croyait arriver ou presque à Oujda, poussèrent des cris, des exclamations. Les questions fusèrent de toutes parts. « Aïni, que t'arrive-t-il » Ses enfants accoururent avec des hurlements. « Ma, ma, ou Mima » répétait-il de plus en plus. Quelques-unes parmi les locataires furent prises d'un fol accès de gaieté et riaient aux larmes. Elles lancèrent à Aïni. « Bonjour Aïni, il y a vraiment longtemps qu'on ne t'a pas vu. Alors, comment ça va ?» Elles lui débitèrent toutes les formules en usage pour accueillir une amie après une longue absence. « Et comment vont les gens à Oujda » se moquèrent-elles. « Ce qu'on appelle la fin des temps. Nous y sommes arrivés maintenant, mes petites sœurs, puis enfin articulait Aïni. Aïe aïe, s'effrayèrent plusieurs femmes. Je le jure, c'est ce qu'il y a de plus cher. Aïni posa sa main sur la tête d'Omar, sans faire attention à lui. C'est bien la fin des temps, mes petites sœurs, assura-t-elle. Si on le dit, cela est vrai. Bouh,
Ma, dis-nous ce qui est arrivé, implora Awisha. Ne nous laisse pas comme ça. Tu ne vois pas? Toute la maison veut savoir ce qui s'est passé. Fille, laisse-moi souffler un peu, cria Aini. Quand elle se décida à parler, les femmes, prêtes depuis un instant à l'écouter, n'émirent plus un son. Ce qu'elles entendirent ce jour-là dépassa tout ce qu'elles pouvaient imaginer. Le monde n'est plus le monde, commença par dire Aini. Mes petites sœurs, il se passe des choses peu ordinaires chez nous. Savez-vous ce qu'on m'a dit à la gare? Je m'approche. L'homme des billets me dit: Ma petite mère, on ne peut plus voyager sans autorisation spéciale. Mais je lui réponds: Je suis toujours allé à Oujda sans avoir eu besoin d'autorisation. Il me dit alors: Ça a changé, ma petite mère. Et pourquoi ça a changé? Peut-on savoir? Faut croire que le monde aussi a changé. Eh oui, ma petite mère, le monde a changé, il me dit. Je comprends qu'il a changé. C'est depuis qu'il y a la guerre. Alors, comme ça? Je lui dis: Ça change juste au moment où je veux aller à Oujda. C'est pas spécialement pour toi qu'on a fait ça, il me dit. Alors, si c'est pas spécialement pour moi, je lui dis, c'est pourquoi? Pourquoi? Il me dit, mais c'est à cause de la guerre. J'ai de la famille à Oujda, je lui dis. Je voudrais seulement aller voir les miens. Je t'assure que ce n'est pas pour autre chose. Il te faut un sauf-conduit, il me dit. Sinon, je ne pourrai pas te donner de billets. Un sauf-conduit. Un sauf-conduit. C'est bien ce qu'il a dit, l'homme des billets, pauvre de moi. Je lui dis: Alors je ne peux pas avoir mon billet? Ce sera la dernière fois, et je ne remettrai plus les pieds dans le train. Laisse-moi partir, cette fois encore. Tu vois, j'ai tout préparé. Voici mon panier. Et j'ai dit au revoir à tout le monde à la maison. Il ne faudrait pas que je retourne maintenant sur mes pas. Mais l'homme des billets me répond: C'est un sauf-conduit qu'il te faut, ma petite mère. Moi, je voudrais bien, je te donnerais volontiers un billet. Mais tu seras arrêté en cours de route. Alors, tu vois. Et pourquoi? Je lui dis. Parce que c'est la guerre? On ne peut plus aller à Oujda? C'est comme ça, ma petite mère. Nous avons reçu des ordres de la haute autorité. Plus personne ne pourra voyager sans sauf-conduit. On demande un sauf-conduit à tous les voyageurs. Puissent-ils crever avec leur instruction sur le ventre? Je me suis dit en moi-même, et leur guerre par-dessus. Alors, les gens derrière moi, qui voulaient partir, eux aussi ont commencé à crier. Il nous faut, nous aussi, un sauf-conduit? L'homme des billets dit: Un sauf-conduit pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent voyager. Ah, ohé! Firent toutes les personnes qui étaient derrière moi. Alors je dis à l'homme des billets: Tu vois? Et l'homme des billets me répond: Tu vois, ils veulent tous prendre le train et ils n'ont pas de sauf-conduit. Alors ils ne pourront pas prendre le train. Et beaucoup s'en retournèrent chez eux. Mais moi, j'ai attendu dans un coin de la gare. Une fois tout le monde parti, je suis retourné voir l'homme des billets. Alors, je lui dis, maintenant qu'il n'y a personne d'autre, ne pourrais-tu pas me donner mon billet, petit père? Et j'accompagne ma demande de force prière. Que Dieu t'accorde toutes les sortes de biens, qu'il te conduise sur le tombeau du prophète, que ton âme aille au paradis après ta mort. Et je lui dis, tu ne m'as pas reconnu peut-être. Ta mère, Lala Khadija, c'est la fille de la sœur de ma tante Zaza, qui est proche parent aussi de ton père par sa grand-mère. Nous sommes parents, tu vois. C'est peut-être bien vrai tout ça, il me dit. Je ne dirai pas non.
Mais c'est un sauf-conduit qu'il te faut, ma petite tante. Je n'y peux rien. On ne peut plus voyager maintenant sans sauf-conduit. C'est la guerre. Et me revoilà à la maison parmi vous. Tu aurais cru ça. De nos temps, l'auriez-vous cru, vous? C'est la guerre, disait l'homme des billets. Il te faut un sauf-conduit, ma petite tante. Nous savons que c'est la guerre, mais nous, empêchera-t-elle d'aller à Oujda? Il était gentil, l'employé, mais finalement, il ne m'a pas laissé prendre le train. À voir s'il ne faudrait pas maintenant un sauf-conduit pour tout, pour circuler dans notre propre ville, et même pour sortir de nos maisons, pour aller chez l'épicier et pour porter le pain au four. Heini, accablée, prédit des temps de confusion aux femmes de Dalsbethad réunies autour d'elle. Et celles-ci se récrièrent d'effroi à l'annonce de si étranges événements. Omar, qui écoutait aussi, se vit tout à coup entouré d'une hostilité indéfinissable. Il était encerclé par des forces inconnues qui se dérobaient au regard, mais pénétraient très loin dans le monde. De quelle nuit jaillissaient ces forces? Lui-même se sentait porté par leur courant souverain, sans que l'ombre devint purement ténèbres et la lumière flamme. Ces puissances se livraient combat, sans que la victoire fût pour l'une ou pour l'autre. Pas de repos ni de trêve. La vie. La vie. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.